Jusqu'à quand l'État limitera-t-elle les libertés de chacun d'entre vous? Lors d'une procédure pénale, des assignations à résidence établies avec surveillance électronique contraint une personne mise en examen à demeurer à domicile. Suite aux attentats de 2015, l'état d'urgence est proclamé sous François Hollande afin de lutter contre le terrorisme. Depuis, l'assignation à résidence des personnes qui ne font l'objet d'aucune procédure judiciaire devient la norme. Seulement, des syndicalistes, des immigrés clandestins ou des écologistes, notamment lors de la COP21 ou à Bure dans la Meuse pour protester contre un projet d'enfouissement de déchets nucléaires, demeurent à résidence par obligation, tandis que bon nombre de manifestations sont interdites en France, notamment dans la capitale. La Ligue des droits de l'homme de l'École des hautes études en sciences sociales et de l'Université Paris-Nanterre ainsi que l'Institut des sciences sociales du politique, une unité mixte de recherche du Centre national de la recherche scientifique, nous éclaire sur la routinisation de l'état d'urgence. Comment expliquer les similitudes frappantes qu'aujourd'hui on observe dans les mesures urgentistes dans les sociétés différentes dont on a toujours croyé sont divergées par leur nature du régime politique. L'actualité immédiate pour ce colloque, c'est certainement l'usage politique et l'abus croissant de la police et de la justice dans la gestion quotidienne de l'ordre civil, de l'ordre politique. Habitués à prendre quelques cas de figure à l'international, comme la Russie, la Turquie, on constate aujourd'hui, avec une tristesse, que la France ne chape pas non plus de cette dynamique. C'est aussi pour ça que l'ONU a critiqué l'usage excessif de la force par le gouvernement français, mais il faut bien lire la question que les commissaires de l'ONU ont posée. C'est une sollicitation à poursuivre le dialogue. Effectivement, c'est quelque chose qu'on associe avec le processus démocratique, et sans nier la définition de la démocratie par le biais du processus électoral. On est aujourd'hui de plus en plus, notre regard est de plus en plus tourné vers les régimes d'administration de la population, où, étonnamment et de manière inattendue, les technologies néolibérales se croisent avec la dimension du pouvoir régalien, du pouvoir quasiment monarchique, au moins originaire de cette époque, de ces sources du fonctionnement des sociétés contemporaines, et au contraire de la gestion individualisée, comptable, du contrôle extérieur et à distance, qui sont souvent associés avec l'évolution et l'avancement du néolibéralisme d'aujourd'hui. On observe le retour du pouvoir proche qui gère par la coercition extérieure, par les corps qui sont écrasés, par les privilèges de l'arbitraire. C'est alors une question: comment aujourd'hui le retour de ce pouvoir régalien, le retour de cet arbitraire est possible? Comment il s'exerce techniquement? Dans quelles conditions de l'évolution néolibérale on insiste de nouveau un retour de ces problématiques qu'on croyait déjà dépassées dans les pensées et dans les pratiques politiques qui sont plus ou moins datées du début de l'époque de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Alors, paradoxalement, on n'est pas épargné de ça. La France, comme la Turquie, comme la Russie, aujourd'hui, au niveau de l'administration, au niveau de la gestion des populations, sont là. Et on est obligé de revenir sur le terrain de problématiques traditionnelles, c'est-à-dire la problématique comment protéger l'individu et la vie sociale contre l'exercice abusif du pouvoir régalien, du pouvoir souverain. Jusqu'où ira l'État dans la criminalisation des mouvements sociaux ?